L'équipe, juste pour information, sachez que désormais, vous pouvez retrouver tous mes contenus sur YouTube, bien sûr, mais aussi dès le lendemain sur Spotify. Et si, pendant que toute la planète NBA regarde le Thunder et les Spurs s'échapper, la meilleure équipe du moment, finalement, c'était pas New York? C'est une question que j'adore et c'est bien pour ça que j'ai voulu y répondre immédiatement en vidéo sans vous consulter. Mais ça change rien, hein. Continuez à voter. Sur Insta, j'ai relancé un gros sondage là-bas avec 6 sujets que vous pouvez choisir pour les prochaines vidéos. Alors venez me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore fait et abonnez-vous ici aussi à cette chaîne si vous ne voulez rien manquer. Mais ouais, aujourd'hui on va essayer de comprendre pourquoi les Knicks donnent une impression aussi terrifiante, pourquoi ils paraissent plus complets, plus collectifs, plus sûrs d'eux que les autres, et surtout, est-ce qu'ils sont juste une très bonne équipe en pleine confiance, ou bien réellement celle qui joue le meilleur basket de toute la NBA actuellement? Plus je les regarde, et plus chez eux, j'ai du mal à trouver une faiblesse évidente. Alors installez-vous bien, on va parler de cette team qui honnêtement commence très sérieusement à faire peur. Depuis le début des finales de conférence, et même plus globalement depuis le début des playoffs, toutes les lumières sont tournées du côté de la conférence Ouest, et je comprends pourquoi. T'as Wemby contre Shea, le champion en titre contre l'équipe qui monte, des matchs physiques, des polémiques d'arbitrage, une vraie ambiance de guerre, donc si quelqu'un me dit que le futur champion NBA sort de cette série-là, je vais pas faire semblant d'être choqué, moi aussi je pense ça. Sauf que plus ça va et plus je me dis que ce serait peut-être une erreur de trop mettre la charrue avant les bœufs. Ouais, dans l'ombre de Gotham City, à l'Est, New York est en train de mener l'un des runs les plus violents de ses playoffs. Si après 3 matchs contre Atlanta, les Knicks étaient menés 2-1 et donnaient l'impression de pouvoir craquer au plus mauvais moment, depuis, ils n'ont plus perdu un seul match, 9 victoires de suite, record de franchise en playoffs. Et le plus fou, c'est la manière. Parce qu'ils ne font pas que gagner, ils roulent littéralement sur leurs adversaires. 8 de leurs 9 dernières victoires ont été gagnées avec au moins 10 points d'écart, et le chiffre le plus absurde, c'est le différentiel, plus 221 sur leurs 12 premiers matchs de playoffs, tout simplement le meilleur total de l'histoire NBA à ce stade. À ce niveau-là, on n'est plus juste sur une équipe qui connaît un coup de chaud, les Knicks sont en train d'écraser la conférence Est. Et en fait, tant mieux pour eux, le déclic est arrivé plutôt rapidement, au premier tour. Les Hawks bousculent les Knicks au début, puis New York reprend le contrôle, ajuste son jeu, impose son rythme jusqu'au dernier match où ça devient une boucherie, une exécution publique. 140-89, 47 points d'avance à la mi-temps. Là, tu vois une team qui sait exactement ce qu'elle fait, qui contrôle parfaitement son basket. Après, on pouvait se dire que ça venait des Hawks, qui n'étaient pas à la hauteur, que le problème finalement c'était eux. Mais après avoir vu que contre les Sixers, ensuite ça s'est transformé en coup de balai, on commençait à regarder les New-Yorkais autrement. Et la finale de conférence, en ce moment, face à Cleveland, est complètement en train de confirmer ce ressenti. En 2 matchs, les Knicks ont montré 2 visages différents. Au Game 1, ils sont menés de 22 points dans le 4e quart-temps, puis reviennent comme des psychopathes après un run de 44-11. Au Game 2, moins d'hésitation, plus de contrôle, un 18-0 dans le 3e quart-temps et quasiment 20 points d'écart à l'arrivée. Dans la difficulté ou dans la facilité, le scénario final reste le même. Gagner, quel que soit le contexte, c'est souvent à ça qu'on reconnaît les grosses équipes. Et le truc qui explique tout ça, c'est peut-être pas le niveau de Brunson. Enfin si, Brunson est monstrueux évidemment, mais le changement le plus important vient surtout du coach Mike Brown. Il n'est pas arrivé l'été dernier à New York en mode je vais tout révolutionner. Il a surtout compris que son prédécesseur Tom Thibodeau avait déjà construit une vraie identité et qu'il fallait capitaliser dessus. Et franchement, je pense que c'est important de rendre à César ce qui lui appartient. Sous Tibbs, les Knicks étaient déjà redevenus une équipe sérieuse, dure, physique, chiante à jouer, une équipe qui défendait, qui se battait au rebond avec une vraie culture de l'effort. Le problème, c'est qu'en attaque, dans les gros matchs, ça manquait d'inspiration, beaucoup de Brunson en ISO, une overdose de pick and roll, des rôles pas super bien définis. Brown n'a pas cassé cette base-là, il s'est appuyé dessus et l'a perfectionné. Parce que l'identité, dans le fond, elle a pas énormément bougé. Les Knicks jouent toujours lentement, on ne parle pas d'une équipe qui d'un coup est devenue adepte du run and gun. Juste offensivement, ça respire beaucoup mieux, le ballon circule davantage, les possessions sont moins figées, il y a plus de coupes, plus de mouvements, plus de lectures rapides, et surtout, Brunson n'est plus obligé de porter chaque possession comme si tout dépendait de lui. La fluidité du jeu offensif, c'est probablement la plus grosse différence avec ce qu'on a connu les années précédentes. Avant, les Knicks donnaient parfois l'impression de vivre ou de mourir en fonction de Brunson. Là, c'est beaucoup plus collectif. Brunson reste le patron, mais si une défense se focus trop sur lui, New York a davantage de réponses. Et le mot qui résume le mieux le boulot de Mike Brown, c'est peut-être cohabitation. Il n'a pas inventé une nouvelle équipe, il a mieux fait cohabiter les joueurs qu'il avait. Et dans cette logique, l'évolution la plus marquante, je trouve, elle vient de Karl Anthony Towns. Pendant des années, Kat, on l'a surtout vu comme une énorme option offensive, tir extérieur,
intérieur, jeu au poste, face-up, polyvalence dans le scoring. Sauf que si tu lui demandes d'être la superstar principale, on l'a vu dans sa carrière, parfois ça devient brouillon. Trop de dribbles, des décisions tardives, des fautes bêtes ou des séquences où il force trop pour faire la différence. Que ce soit à Minnesota, ou même pour ses débuts à New York, ces limites-là, elles se sont souvent montrées flagrantes. Là, Mike Brown lui demande autre chose. Towns n'est plus là pour mettre 30 points et rappeler à tout le monde qu'il est une star. Il devient un point de contrôle, un hub offensif. Il reçoit souvent la balle haut, en tête de raquette, face au panier, et à partir de là, tout s'ouvre. Il peut shooter si la défense recule, attaquer si le match-up est favorable, ou trouver une passe sur une coupe ou sur un shooter ouvert. Et en vrai, là, même pas besoin de regarder les matchs, il suffit de regarder les stats pour noter le changement. Sur ses playoffs, il tourne à autour de 7 passes par match, ce qui est inédit pour lui en post-season, et c'est pas juste une anomalie statistique. Quand la balle passe par lui, Brunson n'a pas besoin de tout créer seul, et ça fait du bien, leurs coéquipiers sont constamment trouvés dans de meilleures conditions. Et surtout, ça rend Kat lui-même beaucoup plus régulier, beaucoup plus sûr, beaucoup plus constant. Moins il force pour scorer, plus ses choix paraissent propres. C'est presque paradoxal, mais je trouve Towns plus dangereux quand il cherche moins à être dangereux tout le temps. Il lit davantage le jeu, il connecte, il attire la défense, il redistribue, et comme ça, il gomme certains vieux défauts, comme les moments où il driblait trop, ou ceux où il voulait trop prouver. Après, faut apporter une petite nuance quand même, on s'adapte pas non plus parfaitement à un nouveau rôle en un claquement de doigts. Le Game 1 contre Cleveland le montre bien, 13 points, 13 rebonds, 5 passes, mais aussi 7 ballons perdus. Plus tu lui demandes de créer, plus il doit lire vite, prendre des décisions instantanées, ne pas s'embarquer dans des trucs compliqués. Donc oui, ça marche fort de manière générale, mais ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de précision. Et là où il a montré qu'il faisait partie de la catégorie des grands joueurs, c'est que pour le match 2, il a réussi à corriger le tir. Là, Towns finit avec 18 points, 13 rebonds, et il prend exactement ce que Cleveland lui donne. Si on lui laisse de l'espace, il shoot. Si la défense vient sur lui, il lâche la balle. Si le match demande plus de présence physique, il répond, il met des coups. C'est ça qui me plaît dans cette version de Kat, il influence davantage de choses en fonction de ce que le jeu lui demande de faire. Et là-dessus, chapeau à Mike Brown, j'ai l'impression que pendant ses playoffs, il a réussi à activer la version la plus mature possible de Karl Anthony Towns. Et même au-delà de Kat, je trouve que ça se généralise à tout le monde. Chaque joueur sait quoi faire, tu ne regardes pas juste une addition de bons joueurs, tu regardes un collectif qui sait jouer ensemble. Brunson reste le patron bien sûr, avec près de 28 points et presque 7 passes de moyenne sur ses playoffs. Mais derrière lui, t'as une vraie hiérarchie, des rôles propres, des mecs qui délèguent et qui ne cherchent pas tous à être la star en même temps. Et franchement, en playoff, une cohésion pareille, ça vaut de l'or. Bridges par exemple, c'est typiquement le joueur qui a trouvé sa place. Il ne force pas, il n'a pas besoin de redevenir l'option 1 qu'il était à Brooklyn. Là, il doit attaquer les intervalles, courir, défendre et surtout être efficace quand la défense regarde ailleurs. Sur ses playoffs, il tourne à autour de 14 points à plus de 60% au tir. Il n'a pas non plus un volume exceptionnel, mais dans ce costume-là, il fait exactement ce qu'on lui demande. Puis à côté de ça, là, t'as OG Anunoby. Le mec, je le trouve trop fort. Franchement, c'est peut-être le profil qui stabilise le plus le 5 majeur. Offensivement, il ne ralentit jamais le jeu, il coupe, il shoot, il attaque les close-out, il prend ce qui vient, il tourne à près de 20 points avec une efficacité énorme. Et défensivement, il peut switcher sur plein de profils, absorber du contact, contester, gratter des ballons, protéger le panier, c'est une sorte de couteau suisse géant. Ce genre de joueur, ça fait pas forcément le buzz sur les réseaux, mais ça fait gagner des matchs, et c'est bien le plus important. Puis Josh Hart, dans un autre style, c'est encore plus parlant. Son rôle, c'est de remplir tous les trous. Rebond, transition, défense, énergie, passe, hustle, il fait tout le sale boulot. Et le mieux, c'est que parfois, quand le match l'autorise, il peut même devenir une arme offensive de qualité. Son Game 2 contre Cleveland le raconte parfaitement. 26 points, 7 passes, 4 rebonds, 2 interceptions et 5 tirs à 3 points réussis. Lors du match 1, il avait été beaucoup plus en difficulté. Juste après, il répond comme un mec qui comprend exactement ce dont son équipe a besoin. Et c'est là que New York, avec tous ces éléments, peut devenir super relou à affronter. Parce que même les joueurs autour du noyau principal ont des missions très claires. Mitchell Robinson est là pour mettre de la taille, protéger le cercle et durcir le match. McBride et Shamet, eux, peuvent changer le cours de la rencontre en balançant des flèches à longue distance. C'est fort, ce ne sont pas des stars, mais en playoff, ces profils-là peuvent complètement désorganiser une défense qui ne se concentrerait que sur Brunson. Et au final, la vraie profondeur, c'est ça, pas besoin d'avoir 10 joueurs capables de marquer 25 points. Ce qu'il faut, et Mike Brown l'a bien compris, c'est 8 ou 9 joueurs dont tu comprends tout de suite l'utilité. Brunson organise, Bridges punit, OG stabilise, Hart bouche les trous, Towns connecte, Robinson impose son physique, McBride et Shamet étirent le terrain. Et quand tout le monde sait qui fait quoi, tu perds beaucoup moins de temps à chercher des solutions. Voilà pourquoi les Knicks donnent cette impression de cohérence totale actuellement. Et cette cohérence, elle ne reste pas seulement sur le terrain en plus, on la sent également autour de l'équipe. Là, on ne parle plus juste des Knicks comme d'une bonne équipe NBA, on parle d'un truc qui recommence à vibrer dans toute la ville. Le Madison Square Garden à Manhattan, en ce moment, j'ai presque l'impression que c'est un personnage à part entière. Quand New York gagne, le Garden ne suit pas le match, il le pousse, il l'amplifie, il le transforme. Et franchement, c'est un petit peu ça qui fait des Knicks une franchise qui est autant à part. Dans beaucoup de villes en NBA, les playoffs sont suivis, évidemment, mais à New York, quand les Knicks redeviennent vraiment bons, tout le monde réplique. Spike Lee est toujours là, presque comme le visage éternel, et autour, tu vois Ben Stiller, Tracy Morgan, Chris Rock, Timothée Chalamet, Lenny
Kravitz, Jimmy Fallon. Sauf que là, ça ne donne pas juste l'impression de célébrités venues se montrer au premier rang. Non, on sent des gens vraiment concernés. Et c'est encore plus fort quand, en plus de ça, il y a aussi les anciennes gloires qui viennent soutenir l'équipe. John Starks, Patrick Ewing, Stephen Marbury, Walt Frazier, Nate Robinson, Latrell Sprewell, Alan Houston, tous passés new-yorkais qui se reconnectent au présent, c'est beau. Les années 70, les années 90, les années 2000, les fans historiques, les stars courtside, les anonymes en tribune, tout le monde ne fait qu'un et c'est une ambiance que j'adore. Et cette ambiance-là, moi j'en suis persuadé, elle a clairement quelque chose à voir avec l'identité de cette équipe. Les fans de New York ont cette capacité folle à transformer un simple détail en événement. Un panier important devient une explosion, un stop défensif peut devenir épique. Une victoire fait vibrer toute la ville, et forcément pour l'adversaire ça pèse, ils le savent, jouer à Big Apple c'est toujours particulier, et cette année encore on le voit, le public est bruyant, incroyable, complètement fou. Après attention, faut pas croire non plus que le Madison Square Garden va gagner les matchs tout seul. Il ne met pas les tirs à la place des joueurs, il ne défend pas sur les switches, il ne prend pas l'air bon, mais en playoff l'émotion compte, elle peut transformer un 6-0 en tempête, faire trembler une possession, mettre une pression bizarre sur un lancer, donner à une équipe l'impression qu'elle ne peut pas lâcher, et avec ces Knicks là, une équipe déjà intense physique et collective, cette énergie colle de ouf. Et ce que j'ai trouvé le plus dingue, c'est que notamment au deuxième tour, c'est sorti des frontières new-yorkaises. On a vu les fans des Knicks à l'extérieur, notamment contre Philadelphie, où les New-Yorkais étaient tellement présents que les Sixers ont même essayé de limiter certaines ventes pour éviter l'invasion. Échec. Cette fanbase ne remplit pas juste le Garden, elle voyage, elle envahit la ligue, elle suit son équipe, et quand une team gagne avec le maillot new-yorkais, dans cette ville, ça devient bien plus grand qu'une simple victoire de play-off. Les Knicks ne sont pas juste redevenus bons, ils sont devenus un événement à New York. Et finalement, le Game 1 contre Cleveland résume peut-être tout ce que représentent ces Knicks. Pendant quasiment 40 minutes, New York ne joue pas spécialement bien. Plusieurs jours sans jouer, peu de rythme, des tirs qui ne tombent pas dedans, une attaque lourde, et Cleveland de son côté semble beaucoup plus dans le tempo. À 8 minutes de la fin, les Knicks sont à moins 22. Statistiquement, le match est quasiment terminé. Genre vraiment, là, normalement, c'est rideau, j'avais limite envie d'éteindre ma télé. Sur la saison, les équipes menées d'au moins 20 points dans le quatrième quart étaient à une victoire pour plus de 520 défaites. En play-off, sur les 30 dernières années, on parlait de 3 victoires seulement pour quasiment 750 défaites. À ce stade, parler de jolis comebacks, c'est presque pas assez. Ce qu'ont fait les Knicks ce soir-là, c'est un exploit démentiel. Mais le plus fort, je trouve, dans cette remontada, c'est la manière, l'attitude. Les Knicks ne se sont pas mis à paniquer en mode vite, faut revenir. Ils trouvent un plan, attaquer James Harden en défense. Cleveland avait passé une bonne partie du match à chercher Brunson ou Towns de l'autre côté. Donc Mike Brown retourne le truc contre eux. Anunoby ou Bridges viennent poser l'écran selon le joueur défendu par Harden. Brunson obtient le switch et New York répète ça possession après possession. Et quand je dis possession après possession, c'est même pas une figure de style, ils ont fait ça ad nauseam. Sur 8 attaques consécutives, les Knicks arrivent à obtenir ce match-up ou une variante de cette situation, et ils marquent sur les 8. Brunson jusque-là était à 7 sur 19 au tir et 0 sur 5 à 3 points, et d'un coup, il prend totalement le contrôle du match. Il finit avec 38 points, dont 17 dans le money time, prolongation comprise. Là, tu vois qui est le patron, et surtout, tu vois une team qui sait exactement comment cibler les faiblesses de son adversaire. Il y a aussi cette action où Harden arrive enfin à contrer Brunson. Là, ça aurait dû relancer les Cavs. Sauf que 4 récupère, trouve Landry Shamet, et Shamet plante un 3 points létal. Tout le comeback est là-dedans. Les Cavaliers ferment une porte, les Knicks passent par la fenêtre. Et quand Cleveland envoie des prises à 2 sur Brunson, New York reste calme. Brunson attire les aides, la balle ressort, les shooters punissent. Et Landry Shamet d'ailleurs, faut vraiment parler de lui 2 secondes tant j'aime ce qu'il est en train de devenir en playoff. Parce que Shamet, sur ce comeback, c'est pas juste le mec qui met ses shoots. Il marque 9 points à 3 sur 3 de loin, dont le tir qui égalise à 99 partout. C'est fort. Mais derrière, il y a aussi de vraies séquences défensives face à Donovan Mitchell. Il reste devant lui, le gêne sur ses pénétrations, provoque des fautes offensives. Bref, il tient son rôle dans un moment énorme. Et là, comment tu veux que Kenny Atkinson réagisse face à un tel raz-de-marée? Tu peux rien faire. Sur les 12 dernières minutes et la prolongation, les Cavs ne marquent que 11 points sur 24 possessions. Ils perdent 6 ballons, shootent à 4 sur 18 et Donovan Mitchell ne marque plus un seul panier. La balle ne circule plus pareil, les possessions deviennent plus lentes, plus statiques, plus tendues. Et évidemment, à chaque fois, à chaque panier, le Garden devient fou. Tu sens complètement le momentum changer de camp. Maintenant, bien sûr, forcément, il y a aussi une part de réussite. Le shoot de Shamet, par exemple, qui rebondit 1000 fois sur le cercle avant de rentrer, évidemment, c'était pas calculé. La tentative de Merrill aussi qui ressort après avoir joué avec les bords du cercle, si elle rentre, c'est la même, ça change complètement l'histoire. Mais sans vouloir être trop mystique, j'ai l'impression qu'il y a aussi une part de karma là-dedans. Quand tu joues bien au basket, les dieux de la NBA finissent par te récompenser. Cette équipe des Knicks est sur un nuage, elle a de la réussite et c'est bien ça qui fait peur. Et Brunson c'est pareil, parlons-en. Évidemment il reste le patron, personne ne dit l'inverse, c'est encore lui qui calme tout le monde dans les moments tendus, qui attire les défenses, qui organise, qui impose le tempo. Mais le match 2 contre Cleveland raconte autre chose. Cette fois Brunson n'a pas besoin de sortir un match à 40 points pour que New York gagne, il est plus discret, mais il ne porte pas moins l'équipe, il la porte autrement.
Parce que ouais, pour le match 2, Cleveland a fait des ajustements, bien sûr. En mode Brunson nous a détruits, maintenant on ferme sur lui et on force les autres à prendre leurs responsabilités. Sauf que New York accepte très bien le défi. Brunson ne panique pas, ne force pas, s'adapte à son tour, il finit avec 19 points, c'est peu certes par rapport à ses moyennes, mais surtout 14 passes décisives, son record personnel en post-season. Donc non, dire que Brunson est passé à côté de son match, c'est clairement ne pas se rendre compte de son génie. C'est un match de chef d'orchestre qu'il a fait, ses passes elles nourrissent tout le monde, tous les titulaires new-yorkais terminent à au moins 14 points et 4 sont à 18 ou plus. Cleveland enlève une partie du scoring de Brunson, pas de problème, Brunson fait briller ses potes, et ils assurent. Et le troisième quart-temps de ce match 2, regardez-le, c'est juste une masterclass. Les Knicks collent un 18-0 à Cleveland avec un basket phénoménal, de la circulation, des tirs ouverts, du rythme, de la variété. Les Cavaliers perdent le fil, New York contrôle le tempo, les Knicks font les bons choix. Dans un momentum comme celui-ci, c'est toute l'équipe qui semble touchée par la grâce. Ce que j'aime bien cette saison, c'est que même si Brunson reste central, les Knicks ne s'écroulent pas un jour où il va scorer un peu moins. C'est peut-être ça, je pense, la plus grosse évolution new-yorkaise. T'as beau couper l'accès au cercle à Jalen Brunson, peu importe, tu te fais quand même rouler dessus. Pour une équipe qui vise aussi haut, je trouve que c'est un vrai changement de dimension. Maintenant, faut quand même calmer un peu le jeu. Les Knicks sont impressionnants, oui. Ils donnent une vraie impression de maîtrise, oui. Mais les playoffs, ça va très vite. Une série peut changer en 2 matchs, parfois en 2 quarts-temps. Et Cleveland, même mené 2-0, n'est pas encore mort. Au tour précédent, les Cavaliers étaient déjà menés 2-0 contre Détroit. Et derrière, ils sont revenus pour gagner en 7 matchs. Donc attention à l'excès de confiance, attention à ne pas non plus enterrer tout le monde trop vite. Le match 3 à Cleveland, ce sera un vrai test. Les Cavs vont rentrer chez eux. Kenny Atkinson va ajuster encore plus la pression sur Brunson, essayer de remettre Donovan Mitchell dans de meilleures conditions. Au match 2, son banc fait 1 sur 15 à 3 points, c'est catastrophique, mais tout peut changer à domicile. Donc oui, les Knicks ont frappé fort, mais Cleveland n'a pas encore dit son dernier mot. Il faut aussi noter, et c'est important, que les Knicks jouent dans la conférence Est, et tout le monde sait que l'Ouest est bien plus dense. Ça veut pas dire que ce que fait New York ne vaut rien, évidemment, mais quand tu vois l'intensité physique, voire même la violence et le niveau individuel de la série Spurs Thunder, tu peux te demander si l'Est joue vraiment dans la même cour. San Antonio et OKC se rentrent dedans avec une intensité complètement folle, donc forcément, comparer directement la domination de New York à ce qui se passe de l'autre côté du pays, c'est un peu piégeux. Et c'est là justement que je trouve que la question du sujet du jour devient super intéressante. Est-ce que les Knicks paraissent aussi forts parce qu'ils jouent vraiment le meilleur basket du moment, ou est-ce que c'est seulement le contexte de l'Est qui les aide majoritairement à paraître plus dominants que tout le monde? Franchement, je pense qu'il y a un peu des deux. New York joue très bien, là-dessus il n'y a pas débat, mais le niveau d'adversité peut aussi tout à fait gonfler cette impression de domination. Puis les Knicks savent aussi mieux que personne comment une série peut tourner sur un claquement de doigts, une espèce de petit coup du sort. Ils l'ont vécu contre Indiana en 2024 quand ils menaient 2-0 avant de perdre en 7 matchs, et cette série-là rappelle un truc important, la santé peut tout changer. La blessure de Giannunoby avait pesé très lourd à l'époque. Cette année encore, il a eu une alerte aux ischios contre Philadelphie. Il est là, il joue, mais ça rappelle à quel point un équilibre parfait peut parfois dépendre seulement de quelques détails. Et ça, en play-off, il faut jamais l'oublier, certaines choses ne tiennent qu'à un fil. Je suis très impressionné par ce que les Knicks montrent en ce moment, vraiment, mais je veux pas non plus transformer ça en certitude absolue. N'empêche qu'il y a une chose dont je suis sûr, ni les Spurs, ni le Thunder ne pourraient être totalement sereins à l'idée d'affronter les Knicks en finale aujourd'hui. Quand tu regardes l'équipe de Mike Brown, tout paraît presque logique. Ils défendent, ils prennent des rebonds, ils font circuler la balle, ils ont une hiérarchie claire, ils peuvent survivre dans le chaos comme contrôler la rencontre froidement, gagner avec Brunson en sauveur ou en chef d'orchestre, peu importe, le danger vient de partout. En play-off, c'est peut-être le plus gros luxe possible, ne pas dépendre d'un seul scénario, maîtriser plusieurs partitions. Et je vais peut-être paraître encore un peu mystique sur ce coup-là, mais je trouve que mentalement, il y a un truc comme si les astres étaient en train de s'aligner parfaitement. Cette équipe ne donne pas seulement l'impression d'être forte, elle donne l'impression d'y croire pour de vrai. Même quand elle est menée, même quand l'attaque bloque, même quand le match devient haché, elle continue de jouer comme si elle savait où elle allait. Dit comme ça peut paraître un peu exagéré, mais là, c'est vraiment ce que je vois. Les très grandes équipes ont souvent ce truc-là, elles ne paniquent pas dans les zones de turbulence. Maintenant, je le répète, si ça va en finale, affronter San Antonio ou OKC, ce sera à coup sûr une autre paire de manches. Donc non, ce serait mentir que de vous raconter que les Knicks ont déjà le chemin dégagé vers le titre. Tout peut encore bouger, Cleveland peut réagir, une blessure peut tout changer, la magie peut s'essouffler, les Spurs ou Thunder peuvent imposer un jeu encore plus dur. N'empêche que là, les New-Yorkais cochent beaucoup de cases qu'on retrouve souvent chez les équipes championnes. Un patron fiable, une défense sérieuse, plusieurs façons de gagner, des rôles clairs, une salle brûlante et une identité de patron qu'ils assument parfaitement. Alors est-ce que c'est vraiment la meilleure équipe du moment? Eh ben honnêtement, j'ai de moins en moins envie de dire non. On verra ce que l'avenir nous dit, mais avec tout ce qui se passe en NBA en ce moment, et justement ces Knicks qui sont injouables, j'ai vraiment hâte de voir ce que nous réserve la suite de ces playoffs. Mais vous en pensez quoi de tout ça? Est-ce que vous pensez que les Knicks peuvent continuer à dominer cette post-season, ou alors vous pensez que l'Ouest est vraiment un gros cran au-dessus? Dites-moi tout ça en commentaire, je suis vraiment intéressé à l'idée d'avoir votre avis sur le sujet.
Ensuite, si la vidéo vous a plu, vous connaissez, mettez-lui un petit boost, ça aide énormément la chaîne pour l'algorithme. Enfin, abonnez-vous évidemment, parce qu'avec tout ce que je vous réserve pour les prochaines semaines, ce serait vraiment dommage de louper la suite. Merci pour tout en tout cas la team, merci de m'avoir écouté, et nous, on se retrouve tout de suite juste en dessous dans la section commentaires.